Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette troisième et dernière capsule vidéo par rapport à tout ce qui concerne le mouvement de stimuli sur un écran. Donc là, je vous le rappelle, première capsule, on a vu simplement comment bouger les stimuli sur un écran. Deuxième capsule, on a vu différentes erreurs qui peuvent arriver, des erreurs fréquentes ou parfois un peu moins fréquentes. Euh, Troisième capsule, ça va être davantage par rapport à comment faire des tests de collision. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment en fait de vous montrer un programme qui fonctionne, qui a été en fait livré en fait pour un projet de recherche et qui permet en fait véritablement de faire bouger les stimuli de manière aléatoire, excusez-moi, sur un écran. Euh, c'est une solution que je vous donne, hein, mais j'ai préparé ça à l'avance, évidemment, mais ce n'est pas. Moi, je ne veux pas qu'on comprenne que le coding, c'est comme une recette de cuisine, hein, dans le sens que c'est très possible d'arriver avec d'autres solutions qui permettent de faire la même affaire. Et je ne serais pas du tout surpris qu'on ait des personnes plus compétentes que moi en termes de programmation qui me reviennent avec des solutions encore plus optimales en ce sens-là. Donc là, je vous montre une avenue que j'ai utilisée. Et l'avenue que je vais vous présenter implique des tests de collision. C'est pour ça que je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus parce que je crois que c'est des choses qui peuvent revenir relativement souvent si on veut faire des expériences qui impliquent des stimuli qui bougent d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors, je vous présente en fait ma tâche. Comme d'habitude, je partage mon écran. Alors, on a ici une expérience qui fonctionne bien dans la mesure qu'on a en fait différentes composantes qui ont été mises. Donc là, on a une composante souris qui est juste pas visible, mais qui permet aux participants de réagir avec sa souris. La souris, le curseur ne va pas être la petite flèche comme d'habitude, ça va être plus un cercle dont la position va être déterminée par la position de la souris, comme vous pouvez le voir. Et il y a vraiment un rafraîchissement à chaque frame ici. Donc là, ça, c'est bon pour ça. On a un carré, comme d'habitude, qui a été mis ici, avec une durée déterminée et avec une position qui est déterminée, encore une fois, à chaque fraction de seconde, à chaque frame. D'accord? Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer davantage, c'est la portion de code ici. Dans le sens qu'on a on a deux sections. On a une section en Begin Routine. Begin Routine, je vous le rappelle, c'est vraiment ce qui vient ici, donc là au tout début de la routine en question. Et on a un onglet Each Frame. C'est vraiment qu'est-ce que le programme va devoir faire à chaque fraction de seconde, d'accord? Donc là, ici, premièrement, on va importer certaines libraries qui peuvent être utiles. Donc là, on a tout ce qui concerne en fait une librairie qui permet de faire des randomisations uniformes. Donc là, vraiment, de randomiser avec des décimales, ça va être utile. Et à partir de tout ce qui concerne la library math, on peut importer tout ce qui permet de faire des racines carrées, tout ce qui permet de faire des calculs d'arc-tangente avec deux variables, ce qui va être très utile pour déterminer en fait dans quel cadran un stimuli va bouger. On va y revenir. Et on a aussi tout ce qui concerne le calcul de sinus et de cosinus, qui sont très, très pertinents ici. Et vous allez comprendre pourquoi, d'accord? On a nos variables déclarées comme d'habitude. Et là, regardez ici, premier changement, on oublie les murs, on n'a plus de mur ici. Ce qu'on va faire à la place, on va faire euh, des coordonnées aléatoires. D'accord? Et là, comme vous l'avez compris dans l'ancienne vidéo, ici, on va déclarer ça en begin routine. On ne va pas que déclarer ça à each frame, parce que sinon, les coordonnées vont changer de manière folle à chaque fraction de seconde finalement, et le carré ne saura plus où donner de la tête à ce moment-là. D'accord? Euh, Ici, on a ça, mais c'est pas mal tout. Ici, on a simplement en fait une variable qui détermine la vitesse générale de la forme sans sans nécessairement faire une discrimination pour le X et le Y. Ça va se faire avec plus tard, en fait, dans each frame. Donc là, regardez ici, je vais encore importer des trucs. Euh, à vrai dire, c'est parce que quand je le programmais, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était mieux d'importer un H-frame, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'on a finalement des sections que j'ai mis en commentaire. Vous voyez ici, on a notre fameux mysquare.needVertexUpdate qui n'est plus nécessaire. Donc là, j'ai mis en commentaire ici. Regardez là où ça va changer. C'est que je vous l'ai dit, on a vraiment on a, comment dire, deux aspects à prendre en considération sur l'écran. On a la position d'une coordonnée aléatoire que j'ai mis pour une raison, que je vais vous expliquer dans un instant. Et j'ai la position de la forme en tant que telle.
Moi, ce que je veux, c'est pouvoir déterminer en fait la direction dans laquelle la forme va aller. Et moi, ce que je veux précisément, c'est que la forme aille dans la direction de la coordonnée aléatoire. Et si on est sur le coordonnée aléatoire, que la forme va changer de direction et que la coordonnée aléatoire va changer finalement de manière aléatoire. Évidemment, comme le nom l'indique, d'accord? Donc là, ici, ce qui va être nouveau, c'est vraiment cette ligne-là. On a une façon de faire qui est tout simplement voir l'arc tangente. Donc là, en Python, il faut vraiment y aller avec Aton2, qui permet en fait vraiment d'avoir deux arguments. Un argument pour l'axe des Y et l'axe des X en tant que tel. Et le calcul de l'arc tangente permet vraiment en fait finalement de savoir dans quelle direction aller dans cette phase de cette manière-là, d'accord? Et à partir de là, la position du carré peut très bien changer ici avec cette ligne-là en fonction du cosinus de la direction. Donc là, le cosinus, ça va vraiment pouvoir déterminer en fait sur l'axe des x quel mouvement doit être fait. Et il va aussi avoir un changement sur l'axe des y qui va être déterminé par le sinus, d'accord? Je ne vais pas passer toute la vidéo à expliquer ces notions de trigonométrie-là. Ce n'est pas mon but principal, simplement pour vous illustrer comment mon programme fonctionne. Là où que j'aimerais attirer votre attention, c'est davantage, ouais, mais c'est davantage se demander, ouais, mais comment est-ce qu'on sait finalement qu'on a vraiment une collision entre deux entités, entre deux coordonnées différentes? C'est là que ça devient intéressant, d'accord? Et c'est là que j'ai préparé du matériel surtout. Alors, on va revenir à mon PowerPoint. Ici, qu'est-ce qu'on a? Admettons, on a une expérience de pensée, d'accord? On a notre forme, par exemple, qui pourrait être celle-ci, qui est dans une coordonnée 2,2. Donc là, avec les x2, avec les y2. C'est des coordonnées impossibles dans CircuitPy, dans le sens qu'on est à l'extérieur de l'écran. Mais c'est ça qu'on va prendre ici. Mais ça dépend de l'unité qu'on utilise dans CircuitPy, là. C'est la réponse plus complète, mais bref, disons ici, c'est un cas fictif. D'accord? On a ça. Et on veut déterminer finalement, c'est quoi la distance par rapport finalement à une coordonnée aléatoire, qui serait celle-ci. D'accord? Euh, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, ici, ce qui est inconnu, c'est la distance. Et dans un test de collision, ce que ça implique, c'est que finalement, si on a notre forme qui a notre carré, finalement, qui va rejoindre en fait un point aléatoire, si on est en collision avec, que la coordonnée aléatoire va changer, que le carré va aller en direction à nouveau de cette coordonnée-là. D'accord? Mais là, ça implique de savoir finalement, est-ce que les deux sont suffisamment proches? Est-ce que la distance entre les deux est vraiment à zéro? En Python, on ne peut pas vraiment le faire à zéro, là, donc là, on va le mettre très proche de zéro, d'accord? 0,05, genre. Donc là, comment est-ce qu'on fait ça? Dites-vous ici là, que dans tous les cas de figure, si on veut déterminer une distance entre deux formes, il faut toujours y aller en fonction du théorème de Pythagore. C'est ce qu'on appelle en fait une distance euclidienne, là. Donc là, ici, regardez, toutes les formes peuvent très bien être visualisées comme étant simplement finalement à deux coordonnées différentes. Et chacune de ces coordonnées, finalement, c'est simplement en fait un sommet d'un triangle rectangle. D'accord? Donc, quand on a ça, on a vraiment un triangle rectangle ici. Ici, on a une hypoténuse qu'on ne connaît pas. Et ici, on a deux arêtes dont on ne connaît pas la longueur. Pour l'instant. Mais ça, on peut le connaître. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut simplement, en fait, y aller en fait avec une méthode. On peut se dire finalement qu'on a une arête B, une arête A, finalement. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on connaît la valeur de A et de B, on peut simplement utiliser le théorème de Pythagore pour connaître la distance entre deux formes finalement. Donc là, ici, ce qu'on a, on a simplement en fait le théorème qui dit que l'hypoténuse au carré est égale à la longueur de la première arête au carré plus la longueur de la deuxième arête au carré aussi. Et si après ça, on veut connaître la valeur de l'hypoténuse en soi, on fait simplement une racine carrée sur le reste. D'accord? Donc là, on a ça. Maintenant, si je veux connaître la valeur de B, il faut absolument faire l'absolu de finalement, en fait, sur l'S des X de 2 moins 6, en fait. Donc là, comme ça, on a vraiment c'est quoi la longueur finalement. Donc là, la longueur, c'est 4. Pour le A, c'est la même chose, c'est 4. D'accord? Donc là, on a ça. Et là, maintenant, si on utilise ces valeurs-là, donc là, on a la valeur de A qu'on connaît et on a la valeur de B qu'on connaît. D'accord? Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement transposer ces valeurs-là pour notre équation. Donc là, regardez ici. On a
Simplement à utiliser finalement notre formule de distance. On a finalement 4 au carré, c'est quoi? C'est 16. 16 plus 16. On va mettre une racine carrée de 32 à ce moment-là. Et finalement, ça va nous donner une valeur. Cette valeur-là, c'est ça la distance qui sépare finalement nos deux points en tant que tel. Si on revient avec notre programme maintenant, revenons ici. C'est exactement ce que j'ai implémenté, d'accord? Donc là, ici, j'ai fait une racine carrée finalement de la distance entre ma coordonnée de ma forme de carré sur l'axe des x, ma coordonnée aléatoire sur l'axe des x aussi. J'ai mis ça au carré. Faire mettre un exposant 2, finalement, c'est vraiment en fait de cette manière-là en Python en tant que tel. Et après ça, on fait la même chose pour l'axe des y. On détermine finalement la distance. Et finalement, on met ça évidemment en exponentielle, exposant 2. Et on vérifie finalement, si on met ça en racine carrée, est-ce qu'on est à 0? Au début, c'est ça que j'avais fait une vérification par rapport à 0, j'ai vu que ça ne marchait pas. Finalement, j'ai mis ça simplement à une valeur très petite. Et finalement, si jamais on a finalement une collision finalement entre mon carré et ma coordonnée aléatoire, ce qu'on a, c'est ma coordonnée aléatoire va simplement en fait changer de direction en tant que tel. Changer de position sur l'écran, n'importe où. D'accord? Euh, pour vous illustrer visuellement, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on a ce qu'on peut faire, juste vérifier quelque chose sur le code. Exactement. On va simplement prendre ça ici. Je vais rajouter un point. Je vais rajouter un stimulus qui va tout simplement être un cercle. Je vais le mettre très petit. Et je vais mettre random int. On va le fixer à chaque frame. Je viens même que j'ai écrit random coordinate. Parfait. OK, c'est bon. Et là, ce qu'on va faire, on va évidemment y donner la même durée que tout le monde. Donc là, on va simplement y mettre. On a ça ici. Regardez, on a notre coordonnée aléatoire qui est là. Si le carré est proche, voilà. Et la distance, en fait, en psychopathe, c'est toujours le centre de la forme, là. Donc là, on a le centre du carré. S'il est proche du centre de notre cercle, il va changer de direction. Donc là, c'est simplement à titre illustratif, là. Dans le vrai paradigme, on peut simplement, en fait, enlever finalement ce cercle-là et je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, voilà. On a une tâche qui est tout à fait opérationnelle, qui fait exactement ce qu'on veut qu'elle fasse. On a une coordonnée aléatoire qui va déterminer à ce moment-là. D'accord? Donc là, je vais vous montrer finalement la version qu'on présente réellement, là. Donc là, vous voyez ici, c'était simplement à titre illustratif, je vous rappelle. Donc là, je vais l'enlever. On va remove ça. Et pour mon code, ce qu'on va faire, c'est simplement pour vous montrer le produit final, là. Je vais mettre ça à 10 secondes, pas plus. D'accord? Alors là, on va laisser encore le programme se faire et voilà, on a une tâche qui fonctionne parfaitement. La coordonnée aléatoire est invisible ici parce que je n'ai pas mis de forme pour la situer, mais vous voyez en fait le principe. Alors voilà, on a une tâche sur CircuitPy qui est tout à fait fonctionnelle et qui permet de faire en sorte qu'on a des stimuli qui bougent. On a fait différents cas de debugging comme, pour éviter des problèmes si on veut, ou du moins adresser les problèmes s'ils sont là. Ce qui va nécessairement être le cas, là. C'est rare qu'on a une tâche qu'on va construire que du premier coup, elle va fonctionner comme on le veut. Troisième cas, c'est aujourd'hui ce qu'on a fait spécifiquement. On a regardé comment finalement faire des tests de collision parce qu'il s'avérait que c'était pas mal ça la meilleure avenue en tant que telle. Alors voilà, j'espère que ça vous a été instructif de ce côté-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors voilà, bonne journée.